La Baleine Endiablée, brasserie indépendante, auberge conviviale. Un fier partenaire de l'émission. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Nous, on a du fun comme toujours dans le sous-sol de chez vos parents. Merci de nous accueillir comme tout le temps. On parle de musique à l'émission Les Babines. Suivez les Babines. Qu'est-ce que tu me parles aujourd'hui, mon beau Carl? Ah bah ouais, je pense que c'est la plus belle intro que tu as faite depuis le début de l'émission, depuis le début de la série, je dirais. Ben, sur une échelle de 0 à 10, les autres étaient à 2 ou 3. Celle-là, peut-être à 4-5. Exactement. C'est la meilleure. Je voulais pas mettre les chiffres là-dedans, mais bon, maintenant que tu l'as dit. J'étais un peu frette dans mon analyse, mais c'est authentique. 4 ou 5, ça passe pas. Ça laisse beaucoup de place pour l'amélioration. Ouais. On va peut-être avoir une deuxième saison, là, puis on va partir de 4. C'est pas On part de 4. Sur 5? Non, sur 10. C'est ça, on est optimiste. On veut s'améliorer. Ben on veut se donner de la place pour ça. La place est grande ouverte. Ah ouais. Fait que moi, aujourd'hui, on m'a parlé de Yunam et de Johan Johansson. Ça fait pas mal de Yo puis de Y là, dans tout ça. Ouais. Mais Johan Johansson, c'est avec un J que ça s'écrit parce que ça vient, encore une fois, d'Islande. Je réalise que dans notre émission, on a parlé beaucoup cette saison-ci de groupes qui viennent de la Scandinavie en général. Ouais. Fait que, coudonc, on va se gâter puis on va continuer un peu dans cette direction-là. Puis bizarrement, je trouve qu'il y a souvent des connexions à faire entre la musique qui vient d'ici et la musique qui vient de là-bas. Probablement parce qu'on vient d'environnements qui se ressemblent un petit peu. Ouais, l'hiver, les montagnes, tout ça. Fait que bon, on pourrait dire que c'est quasiment une extension de musique locale. Tu sais, mettons qu'on voudrait tirer l'élastique assez longtemps. Mettons, là, qu'on... Mais c'est pas de la musique locale, mais bon, bref, c'est ça. Je vais parler de ça aujourd'hui. Unam, c'est de la musique électronique faite avec des synthétiseurs modulaires. Puis j'utilise Unam comme exemple pour parler de ce genre de musique-là, plus que le contraire. T'sais. Toi, Guillaume, c'est quoi les bands que tu vas me montrer aujourd'hui? Eh bien, moi, je te présente même pas des bands. Dans les deux cas, c'est des artistes, disons, solo. OK. Je te présente Olivier Martin, compositeur de Rivière-du-Loup, artiste de Rivière-du-Loup, qui a sorti un album, son premier album officiellement, écoute, il y a même pas à peine un mois, au moment de ce tournage-ci, donc en mai. OK. Puis, je te présente aussi le compositeur de musique classique pour chorale, John Rutter. On s'en va quand même dans des univers. Pour ma part, ça, c'est un univers que j'ai jamais exploré dans la saison. La musique classique. Mm-hmm. Puis c'est un monde qui mérite, selon moi, d'être connu. Puis pour ce qui est d'Olivier Martin, là, c'est le fun. C'est un artiste du coin. Puis ça va être... J'ai hâte de t'en parler déjà. All right. Ouais. Mais on part tout ça chaud là de bord. On fait ça. Let's go. Super. T'as-tu vu Arrival, le film de Denis Villeneuve? I have not arrived at de voir de film. Non. Non, il n'est pas vu. OK. Bon, ben écoute, Arrival, c'est un des plus récents films de Denis Villeneuve. Un chef-d'œuvre, à mon avis. Un excellent film par un excellent réalisateur. C'est un film qui raconte rapidement, je vais te décrire un peu le synopsis du film, puis il va avoir la fin dans le film. Spoiler alert. Je pense que c'est clair. Bon. Fait que ce qui se passe dans Arrival, c'est que c'est une professeure de linguistique qui se fait contacter par l'armée parce que soudainement, il y a des espèces de vaisseaux spatials extraterrestres qui apparaissent un peu partout sur Terre. Ces vaisseaux-là ont la forme d'œufs noirs un peu. Et puis, au courant du film, on réalise qu'ils sont habités par des êtres qui ont un langage très étrange, qui est circulaire. Comme si on pouvait écrire une phrase avec les deux mains en même temps, puis qu'en se rejoignant, tu étais capable d'écrire une idée complète, mais en commençant par le début puis la fin en même temps, puis que finalement, tout ça devenait un cercle qui se termine jamais. Nice. Alors, tout le long du film, finalement, c'est une équipe de scientifiques, dont la professeure de linguistique, qui est grosso modo décrite comme une experte dans le domaine et tout ça, qui va aider, dans le fond, à comprendre pourquoi ils sont là, puis qu'est-ce qu'ils veulent exactement, puis tout ça.
Puis évidemment, le film parle énormément de ça, de la compréhension du langage, de la compréhension qu'il y a entre les peuples. Il y a souvent des références qui sont faites dans le film entre la situation qu'ils sont en train de vivre, puis d'autres situations qui ont été vécues dans le passé au sein de l'humanité. Par exemple, des explorateurs qui découvrent une tribu qu'ils n'ont jamais rencontrée avant, qui ne parlent pas le même langage, puis qui ne réalisent pas, par exemple, que tel mot veut dire telle affaire, alors que pour eux, ça voulait dire autre chose, ainsi de suite. Mhm. Je ne vais pas trop donner de détails non plus sur le film, mais le film culmine finalement à démontrer que ce que les extraterrestres sont venus transmettre aux humains, finalement, c'est leur langage. C'est ça qu'ils sont venus leur donner. Puis ce langage-là permet de percevoir le temps de manière à ce qu'il soit plus linéaire, mais plutôt circulaire, comme leur langage. Puis de cette manière-là, que, grosso modo, tu sois capable d'affecter le passé, le futur, puisque tu l'as déjà vu, si on veut. Donc, le film culmine à un général d'armée qui donne son numéro de cellulaire dans une réception future à la personnage principale, puis il lui dit qu'elle va savoir quoi faire avec dans le passé. C'est un peu compliqué à expliquer, puis tout ça. Ouais, mais c'est un beau genre de film, le science-fiction. Ouais, cool. Ouais. Puis tu sais, c'est un beau film qui parle beaucoup de la condition humaine, puis de qu'est-ce qu'on vit dans une situation comme celle-là, qui est sans précédent. Soudainement, il y a vraiment des êtres qui viennent d'ailleurs et tout, qui viennent s'installer, puis comment qu'on réagirait, nous, en tant qu'humanité, si ça arrivait pour vrai. Non seulement d'un point de vue international, relations internationales, mais aussi entre nous autres, puis tout ça. Donc, il y a ça. Ça a été fait par Denis Villeneuve, là, encore là, une personne avec un œil puis une façon de conceptualiser des idées qui est quand même assez importante là, ici au Québec en ce moment. Fait que Jóhann Jóhannsson, c'est le compositeur de musique qui a créé la trame sonore pour ce film-là. Puis je trouve que Denis Villeneuve a visé dans le mille en choisissant cet artiste-là pour faire la trame sonore. Ce gars-là, ben, il travaille très différemment des autres. Tu sais, quand tu penses à des compositeurs modernes comme Hans Zimmer puis tout ça, tu vas avoir beaucoup des gens qui utilisent un peu tout ce qui est à la pointe de la technologie pour créer les sons les plus crisp possibles, puis les ambiances les plus, on pourrait dire, bombastiques. Là. Tu sais, que ça explose, la bass, tout est intense, là, puis tout ça. Alors que dans cette trame sonore-là, il y a quand même une certaine intensité, mais elle est plus ambiante. Pour moi, ça serait la différence entre regarder un film de science-fiction qui parle d'une invasion extraterrestre dans laquelle les extraterrestres t'attaquent immédiatement, puis que finalement, c'est un film de guerre futuriste. Puis un film de science-fiction comme celui-là qui va te chercher un peu dans ton sens du wonder. Puis j'utilise un mot en anglais pour dire ça parce que j'ai un peu de difficulté à trouver un mot en français. Ça pourrait-tu être contemplation? C'est pas tout à fait ça, parce que oui, il y a le côté contemplatif d'un film comme celui-là, mais ultimement, c'est comme si tu contemplais, tu observais au travers. C'est comme si tu regardais dans l'abysse, dans le fond, en regardant un film comme celui-là. Ce que j'entends par là, c'est que le film en tant que tel, il va te chercher dans des zones de l'inconnu, des choses qui t'intéressent, qui te fascinent en tant qu'humain, mais qui peuvent te faire peur aussi. Tu sais, c'est comme un mélange de peur de l'inconnu, puis d'attirance aussi vers l'inconnu. Le travail de H.P. Lovecraft, là, l'écrivain, exploite énormément ce sentiment-là qu'on a. Tu sais. À la fois avoir peur, puis être aussi attiré, fasciné par quelque chose, finalement. La musique, je trouve, de ce film-là, crée cette émotion-là en toi, je trouve. C'est une musique qui est à la fois organique, mais machinale. C'est une musique qui est à la fois épeurante, mais rassurante et intrigante aussi. Puis, je pense qu'en partant de là, du sens du wonder, on part bien avec cette trame sonore-là. Maintenant, tu sais, dans les faits, comment que ça a été composé? Ben, tu sais, Jóhann Jóhannsson, c'est quelqu'un qui aime ça travailler beaucoup avec les besoins conceptuels de sur quoi il travaille. Il aime aussi beaucoup mélanger un peu insidieusement la musique électronique puis la musique organique, puis surtout faire un peu ce que tu penses qu'il pourrait faire avec l'un, avec l'autre. Par exemple, dans la trame sonore de ce film-là, il y a beaucoup de percussions, mais il voulait que ça reste quelque chose de très simple qui est un peu alien, justement,
mais que tu es capable quand même de comprendre un peu qu'est-ce que tu entends, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de percussions là-dedans que, grosso modo, c'est des gros morceaux de 2x4 qui sont frappés avec d'autres morceaux de bois, mais dans des pièces immenses. Fait qu'encore là, tu sais, il aurait pu enregistrer ça, tu sais, dans un studio, puis rajouter du reverb artificiellement par-dessus, tout ça. Ce qu'il est capable de faire aussi dans d'autres contextes. Dans ce contexte-là, il voulait créer une espèce de son qui est à la fois familier, mais qui vient d'ailleurs aussi. Donc, en faisant ça, c'est comme s'il créait vraiment une espèce de reverb qui était totalement naturel, avec des instruments que tu n'entends pas généralement. Tu sais, c'est des bouts de bois, finalement. Entre autres. Mais il y a aussi beaucoup d'autres types de percussions et tout ça. Puis aussi, d'un point de vue conceptuel, le film, en tant que tel, lui, il parle d'un langage circulaire, puis un langage qui est comme ni plus ni moins sans fin, si on veut. Puis il a décidé de créer beaucoup de sons en utilisant ce principe-là de base. Fait que Johan Johansson a utilisé beaucoup de tape, une machine de ce genre-là, pour créer des loops avec les sons. Puis souvent, c'est des loops de sons qui, encore une fois, viennent d'instruments qu'on connaît, mais qui leur enlèvent leur expression initiale. Tu entends beaucoup de piano dans cette trame sonore-là, mais tu n'entends pas une seule note de piano. Ah, c'est drôle. OK. C'est comme si tu criais dans une caverne, puis que tu enlevais ton cri, puis que tu faisais juste garder l'écho. Ouais. Fait que c'est beaucoup de même qui a travaillé par rapport à ça. Il a travaillé avec peu de choses pour créer des ambiances qui sont, encore une fois, qui vont te titiller dans ton sens du wonder. Un autre bon exemple de ça, par rapport plus aux besoins conceptuels du film versus ce que lui a donné. Le film en tant que tel, Denis Villeneuve, il a insisté pour qu'il n'y ait pas de musique placeholder, qu'on appelle dans ce domaine-là. La musique qu'on pourrait dire qui est là en attendant. Donc, de la musique qui va ressembler à ce que la trame sonore devrait avoir l'air à la fin, pour que le monteur puisse faire son travail sans que le compositeur, lui, ait terminé nécessairement de faire le sien. Dans ce contexte-là, Denis Villeneuve a décidé qu'il voulait que le montage soit fait entièrement muet, pas de musique, pour que toutes les scènes se tiennent toutes seules, sans musique. Okay. Pour qu'ensuite, Johan Johansson rajoute la musique aux bonnes places, aux bons endroits, puis que ça rajoute de quoi de plus, mais que ça soit pas la principauté d'une scène. Souvent, la musique de film, c'est ça, le panneau dans lequel on peut tomber. Comme je parlais un peu tantôt de la musique plus incroyable de Hans Zimmer, que j'adore écouter aussi, mais que cette musique-là, tu l'écoutes sans rien regarder avec, puis ça va te faire brailler pareil, ou tu vas ressentir des émotions fortes, parce qu'elle est tellement puissante, la musique, que c'est ça, naturellement, que ça va créer. Donc, je trouve que quand on parle de trame sonore de film, c'est facile d'aller là, d'aller dans le grandiose, dans le trop gros, dans le trop bruyant, puis tout ça, pour que finalement, le film te fasse vivre des émotions, plus à cause du bruit que tu entends, puis de la musique, plus que de ce qui se passe dans le film. Dans ce film-là, encore une fois, dans cette trame sonore-là, c'est très, très minimaliste comme trame sonore. Fait que ça laisse énormément de place au jeu des acteurs, aux émotions et tout ça, tout en étant parfaitement écoutable toute seule aussi. J'écoute vraiment souvent cette trame sonore-là quand je travaille ou quand je lis ou des choses comme ça, parce que c'est, encore là, c'est très minimaliste, ça laisse la place pour ton cerveau à créer des images puis des émotions. Parce que ta journée va plus vite. Quand tu écoutes ça, genre, t'es-tu dans un comme spatio-temporel? Ouais, un peu comme... tu vois ta fin de journée, là, c'est comme « Ah, cool, là, ça va finir de même. » Ben, c'est le genre de musique qui te met dans une bulle. Là, puis que souvent, dans les trames sonores de films, les mêmes thèmes musicaux reviennent d'une tune à l'autre. Donc, encore là, c'est presque comme écouter une longue tune qui dure à peu près 1 heure, mais dans plusieurs variations différentes. C'est la variation douce du thème, la variation plus action du thème, puis tout ça. Fait que, bon, faut aimer ça, c'est sûr. Une trame sonore, c'est écouter souvent, effectivement, plusieurs fois la même tune dans différents contextes, on va dire. Bon, au niveau, encore là, du service conceptuel qu'il y a au film avec la musique pour Johan Johansson, lui, il a voulu utiliser beaucoup de... Oui? Service conceptuel. Ce que je veux dire par là... Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ce que j'entends par service conceptuel, c'est que Johan Johansson,
non seulement dans la musique qu'il va créer pour le film, c'est-à-dire que ce que tu entends, mais aussi dans sa démarche, il va employer le concept du film sur lequel il travaille pour créer sa démarche. Donc, ce que je disais tantôt au niveau du tape qui fait des boucles infinies de son, par exemple, prendre juste le release d'un piano, pas la note, mais juste ce qui suit la note, puis le boucler un par-dessus l'autre plein de fois pour que ça crée un son d'orgue, finalement. Ben ça, c'est une des choses qu'il fait. Ce qu'il fait aussi, c'est d'utiliser des voix humaines. Presque tout le long de sa trame sonore, tu entends des sons de voix humaines, mais sont déformés au point où sont pratiquement plus humaines, mais on entend quand même des voix. Puis il y a des différents types de voix que tu entends. Il y a des voix qui vont aller plus te chercher dans des choses caverneuses, des choses lointaines, puis justement quelque chose d'un peu épeurant, je dirais, qui te donne un peu un sentiment d'inquiétude, que tu es devant quelque chose que tu n'as jamais vu, puis tu sais pas si c'est dangereux ou pas, ce genre de choses-là. Mais tu as aussi beaucoup de petits moments où tu as des petites voix, tu sais, un peu staccato, comme on... c'est-tu ça le mot? Staccato, c'est Staccato, sec. ouais. Très sec. Beaucoup de petits sons staccato de voix. Puis il a fait ça, entre autres, pour pas trop aller dans les mêmes directions que le compositeur qui a fait 2001, l'Odyssée de l'espace, à l'époque, parce que, tu sais, il y a des moments dans ce film-là où il y a beaucoup de voix humaines, puis que, justement, ça vient chercher ton sens du wonder, encore une fois. C'est des sons un peu comme polyharmoniques, là, toutes pognés les uns contre les autres. C'est comme des nappes complètes de voix, puis tout ça. Puis c'est un peu... dissonant aussi par moments. C'est pas toujours comme une chorale, comme on risque de l'entendre tout à l'heure. Ouais. Dans son cas, à lui, il voulait aller chercher un peu ce genre-là, mais le retourner à l'envers. Fait que justement, au lieu de faire des grandes nappes et des grands synthétiseurs, finalement, avec juste de la voix, il est allé dans le contraire, puis ça crée comme une espèce d'effet, comme que lui, il l'a dit dans une entrevue, qui donne un peu un effet de code morse dans la musique. Puis tu sais, encore une fois, dans le film étant à propos du langage, puis comment on l'interprète, puis tout ça, ben lui, il voulait aller là, tu sais, faire un genre de code morse, puis même plus loin que ça, il dit, ces petites voix-là qu'il y a dans la musique, je le vois un peu comme un bébé naissant, tu sais, ben un bébé qui commence à parler un peu, à entendre les mots puis les sons qu'il y a autour de lui, puis de commencer à essayer de les faire lui-même, mais qui n'est pas encore rendu capable de le faire pour vrai, de parler vraiment le langage. Puis encore une fois, le film, grosso modo, parle de ça, de l'humanité à l'aube d'apprendre un nouveau langage qui va changer le cours de leur existence, finalement. Fait que tout le long du film, sans qu'on s'en rende compte réellement, c'est ça qu'ils sont en train de vivre. Puis la musique te le chuchote pendant que tu écoutes le film, sans trop que tu le saches. Évidemment, tout ça, c'est des idées conceptuelles, justement, que tant que personne t'en a parlé, ça serait un peu dur de dire « Ah, c'est pour ça qu'il y a ces petits sons-là », puis tout ça. Mais le travail d'un compositeur de musique de film, c'est souvent d'aller chercher ce genre de message subconscient-là qui t'est donné. Tu sais, je pourrais prendre comme exemple la trame sonore de Dune que Hans Zimmer a composée, justement. Puis dans cette trame sonore-là, ben, il y a beaucoup, beaucoup de sons qui sont inclus dans la trame sonore qui pourraient aussi être dans l'environnement du désert, puis de tout ça, tu sais. Il y a du vent, il y a comme des sons un peu de rain stick, puis des trucs comme ça. Tout ça se mélange finalement à l'univers, tu sais, du film. Puis sans que tu t'en rendes compte, ça fait juste coller comme il faut ensemble. C'est ça qui est un peu tragique. Quand que le travail d'un compositeur est bien fait, tu te rends même pas compte que son travail est bien fait parce que ça colle bien avec les images. Il jure pas, justement. Ouais. Fait que, ça fait le tour un peu de cet album-là. Moi, je trouve que c'est une trame sonore qui est unique en son genre. Ce gars-là, il est décédé malheureusement il n'y a pas si longtemps que ça, à l'âge de 48 ans. C'était pas son dernier travail, mais en tout cas, ça fait partie de ses derniers. Puis c'est une des choses qu'il a faites dans sa carrière de compositeur qui a marqué beaucoup la culture populaire, puis qui a gagné plusieurs prix pour ça, puis tout ça. Fait que c'est très intéressant à écouter. C'est aussi lui qui a fait la trame sonore de Sicario, puis The Prisoner. 2 autres films de Denis Villeneuve. Fait que tu vois qu'il a travaillé beaucoup avec lui.
Fait que c'est ça. En gros, je vais te faire écouter les 3 extraits un après l'autre. On va en parler un peu. Mais je voulais pas mal tout dire avant de passer les extraits. Ouais. Parce que je trouve que s'il nous manque des bouts, puis qu'on écoute l'extrait, ben après ça, je vais en reparler. Puis en tout cas, fait que c'est ça. J'ai décidé qu'on allait les écouter les 3 à la fin complètement. Je vais commencer par la musique thème du film. Pas celle de Max Richter, parce que Max Richter a écrit la musique de piano qui accompagne le thème principal du film. Mais je parle en fait de la musique d'ouverture, la musique qui, au moment où il arrive, puis il voit l'espace où le vaisseau est installé pour la première fois, puis tout ça. Dans cet extrait-là, tu vas entendre le piano qui est loopé, comme je disais. Puis tu vas entendre aussi des voix qui donnent vraiment cette espèce d'impression-là, à mon avis, qui est à la fois rassurante, mais aussi inquiétante. Fait que... C'est dur de mettre des extraits de cette musique-là parce qu'elle se développe très lentement. J'ai eu le même problème avec la chorale. Ouais. Mais bon, je voulais quand même entendre un peu les éléments que je décrivais. Fait que c'est ça, t'entends un peu la voix inquiétante, puis tout ça, le côté loopé, reverb du piano. Vers la fin de cet extrait-là, t'entends un petit peu des violons montés, tu sais, qui donnent un peu une ligne de violon que t'entendrais peut-être dans un film d'horreur, là, un petit peu comme inquiétant, puis tout ça. Fait que tu vois l'espèce de mélange. Est-ce que tu le sens, toi, quand vois-tu, tout ce que tu as dit, je pense que si tu m'avais rien dit puis j'avais entendu ça, j'aurais vraiment pas su. Je peux même pas dire une voix qu'est-ce qu'elle a fait. Puis j'ai peut-être juste mal écouté, remarque, là. Parce que j'ai dit des niaiseries. Mais j'ai pas reconnu de voix. Les violons que tu nommes, mais j'ai pas catché ça non plus. Ça a comme... J'étais plus dans... Tu sais, il y avait un environnement avec un genre de flûte, là. Il y avait une flûte. Puis un qui grondait en arrière. Tu sais, ce bout-là, je l'ai comme catché, mais on dirait que tout le reste, c'est un peu plus nébuleux. Ouais, ben tu vois, la flûte en tant que telle, c'était la voix. Puis justement, c'est de la voix qui a été tapée, puis loopée, puis ralentie, réaccélérée. Tu sais, dans le fond, il y a overdub le processus plusieurs fois pour arriver à ce son-là. Fait que c'est ça. C'est, encore une fois, c'est une voix humaine, mais qui ressemble quasiment à un genre de grosse flûte ou quelque chose comme ça. Puis encore une fois, ça... En tout cas, pour moi, je sais pas. Tu sais, je lisais là-dessus tantôt, entre autres sur Wikipédia. Je veux dire, je vais pas chercher ces informations-là si loin que ça, mais tu sais, c'est un peu de même que l'artiste décrit sa musique, le concept de sa musique, puis tout ça. C'est sûr que quand tu le sais, c'est un peu plus facile de détecter comme ces détails-là. Comme je disais tantôt, je crois pas que ça soit fait pour que tu comprennes ça consciemment. Je pense que c'est quelque chose qui se produit un peu inconsciemment quand tu écoutes le film, puis que toutes les images, puis le son est collé. Fait que tu sais, moi je dirais qu'il faut écouter le film idéalement pour vraiment mieux apprécier la trame sonore, mais je continue de penser qu'elle se tient bien toute seule comme ça. Je vais t'en faire écouter une autre. Celle-là, ça parle plus, ça te montre plus un peu les voix, comme je disais tantôt, de staccato, qui représentent un peu pareil. On pourrait nommer par exemple le code morse ou encore l'enfant qui commence à être capable de s'exprimer, puis tout ça. Moi qui n'ai pas vu le film, j'étais comme... Toutes les images que je m'imaginais, tu sais, ça peut supporter tellement de genres d'images. Il y en a plein. Mais ouais c'est le fun d'entendre la musique de film de même.
comme tu dis, qui n'est pas tellement expressive d'elle-même, tu sais, qui est vraiment là en support à la trame narrative du film. Mhm. Que là, écoute, si le film avait été basé sur ça, tu sais, l'inverse, mettons, de ce que tu m'as expliqué tantôt, que le montage a été fait sans la musique volontairement, tu sais, que là, si c'était le contraire, qu'il y avait de la musique, qu'on faisait un film par-dessus, si tu donnes ça, man, le champ il est large. Tu peux aller à tellement de place. Je trouve ça quand même vraiment intéressant. Et tu sais, ça peut être je voyais un petit parc d'enfants, mais je voyais aussi une genre de ville super agitée, tu sais, où il se passe plein d'affaires. Je voyais une place avec, tu sais, des trains des usines, je sais pas trop, tu sais, c'est comme... Puis de là, tu me montrerais c'est dans quelle scène du film, puis sûrement que j'étais genre dans le champ bien noir. Ben, je voulais montrer ce côté-là aussi parce que le film alterne bien entre des musiques qu'on pourrait considérer plus inquiétantes, comme la première que je t'ai fait écouter, puis ce type-là qui est plus dans l'espoir, dans la découverte un peu. Tu sais, encore là, je l'ai vu le film plein de fois, fait que je peux voir un peu à quoi c'est associé, tu sais. Mais l'émotion d'arriver à comprendre quelque chose dans un puzzle qui est très difficile à faire. Ce genre de son-là est présent dans le film quand ce genre de situation-là se produit. Tu sais. Il y a comme une espèce de cassure entre les deux. Puis là, ben, je vais te mettre plus la musique qu'on entend la première fois qu'il rentre dans le vaisseau spatial, dans le film. Puis encore une fois, tu sais, on parle d'une scène où on ne sait pas à quoi s'attendre encore. On ne sait pas si les personnages sont en danger ou pas, puis qu'est-ce que les êtres qui sont venus sur Terre sont venus faire concrètement, puis tout ça. Fait qu'on se retrouve dans une musique qui est un peu épeurante, mais qui va te chercher encore une fois, je pense, dans le sens du wonder, comme je disais tantôt. Ouais, je sais que je te donne pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup de viande autour de l'os là, sur ce sujet-là, mais la musique n'a pas besoin d'être bien compliquée nécessairement pour avoir l'effet qu'elle a, je trouve. Puis dans ce contexte-là, c'est de la musique, je trouve, qui vient te chercher dans tes tripes un peu, là. Tu sais, Ouais. l'espèce de bruit, encore là, overdub, là, des espèces de cornes où on dirait un instrument qui n'existe pas, mais que tu as déjà entendu quelque chose de très similaire à ça, tu sais. Viens me chercher, moi, en tout cas, tu sais, dans le film, ils sont en train de rentrer dans le vaisseau, c'est une longue scène, tu sais, qui dure à peu près 5 minutes, puis tout le long, il y a cette espèce de musique-là, là, tu sais, qui a à la fois une espèce de métronome quasiment, là, qui fait toum, 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 Ouais. vraiment lentement, comme les pas qu'ils sont en train de faire, comme toute l'espèce d'anticipation qui s'accumule. Puis une fois de temps en temps, tu as des espèces de moments de même, tu sais, contractés comme des trompettes de l'apocalypse, là, ou je sais pas trop. Comme si plus il avançait, puis plus que c'était imminent, là, qu'il allait voir quelque chose qui sont pas supposés voir, ou qui est pas naturel pour l'humain de voir. Puis je trouve que ça vient te chercher exactement au bon endroit, dans l'anticipation, à ce moment-là dans le film, tu sais. Après le film, t'apprends à toi qu'il faut que tu sois patient, il faut que tu comprennes qu'on comprendra pas vraiment tout de suite ce qui se passe ou quoi que ce soit, puis c'est correct comme ça. C'est pas le genre de film qui a des coups de laser là, qui partent ou rien, là. Donc, encore une fois, la trame sonore aussi est pas trop extravagante dans ce genre-là. Par contre, quand elle a besoin d'être bruyante puis d'être expressive, ben elle l'est. Fait que moi, je trouve que le travail de ce compositeur-là, qui est mort un peu trop jeune, est à découvrir. J'ai voulu parler de celui-là en particulier parce que je pense que Arrival est un des films les plus connus sur lequel il a travaillé. Puis effectivement, sa trame sonore est particulièrement, autant d'un point de vue sonore que conceptuel, puis dans sa démarche de création, tout se tient bien ensemble. Puis je pense que ça doit être pour ça que cette trame sonore-là est aussi bonne
au niveau, même en l'écoutant toute seule, puis tout ça. Je trouve que la proposition est totalement honnête, puis simple, mais compliquée. Pareil comme la plupart du travail qu'il a fait avant, mais je trouve que ça s'encapsule très bien dans ce film-là en particulier. Fait que moi, je dirais que si vous aimez ce genre de son-là, ça sera pas nécessairement les mêmes genres de vibes que tu vas entendre dans les autres films, parce qu'encore une fois, ce gars-là, il travaille très très proche du concept du film en tant que tel. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'il a aussi fait des albums composés qui n'ont aucun support visuel pour les accompagner. OK. Fait que ça, justement, là, on rentre vraiment plus dans son univers. Mais j'avais plus envie de parler d'une trame sonore de film. Je me suis dit, pour créer plus de variété dans notre show, ça serait cool de parler d'un compositeur de trame sonore. Puis, idéalement, pas nécessairement de Hans Zimmer. Mais je trouve que ça vaut la peine de commencer par une trame sonore de film quand tu as vu le film. Parce que, ultimement, ce que je suis en train de proposer là, c'est de la musique ambiante. La musique ambiante, c'est pas facile, je trouve, d'accès pour la majorité des gens parce que tu écoutes ça, puis il n'y a pas beaucoup de choses auxquelles t'accrocher. C'est souvent de la musique qui est très conceptuelle. Fait que même s'il n'y a pas un film qui est associé à, généralement, il y a une idée, un poème, une histoire qui a été écrite autour de la musique ou une thématique, quelque chose comme ça. Fait que je trouve que c'est une bonne manière d'introduire les gens à la musique ambiante en parlant d'un compositeur de film parce que justement, il y a un support visuel qui vient avec sa musique. Après, je pense que si tu aimes ce type de musique-là, à un moment donné, tu peux t'éloigner de ça puis lâcher le volant d'avoir un support visuel puis juste écouter des ambiances de son qui te donnent des émotions de ce type-là. Fait que voilà, j'espère que tu as aimé ça. Ben, très. Johan Johansson. Johan Johansson. Avec le ça, H, le H. Les Y puis le H, Johan Johansson. Ouais. Super. Ouais, ben merci, belle découverte. En fait, c'est Johan Johansson, si c'est tu comme le cherches là, sur Internet. Ouais, c'est avec des J. Ouais. Puis un O accent aigu, je crois. Fait que des lettres dures puis des lettres molles, comme tu as dit l'autre fois. Mais il est islandais, hein, fait que son père s'appelle Johan. C'est vrai, j'ai lu ça tantôt. Ouais. Si ça avait été une femme, ce compositeur-là, ça aurait été Johansdottir. Ah ouais? Ouais. Les Islandais ont le nom de famille en fonction fils de Johan ou ben non, fille Dottir. OK. Fille de un tel. Intéressant. Vous avez le service conceptuel. Moi, j'ai la... Comment on appelle ça? Généalogie culturelle. Ah ben nice. Belle découverte. J'ai envie de contraster un peu avec toi. Je te présenterai pas tout de suite John Rutter, qui est un compositeur plus de musique classique. Je vais te présenter Olivier Martin. All right. Tout de suite, qui est un compositeur, auteur, compositeur, interprète de Rivière-du-Loup, qui a sorti un album qui s'appelle Coup de barre. Okay. Coup de barre, comme dans l'expression pogner un coup de fatigue dans la journée. Un coup de barre. Il a sorti cet album-là tout récemment, en mai. C'est quelqu'un, Olivier, que là, je ne l'ai pas vu depuis quand même un petit bout, là, entre autres à cause de la pandémie, mais on a joué beaucoup de musique ensemble. Des petits contrats de jazz, entre autres, par-ci, par-là. C'est un excellent musicien. Mais là, la pandémie a fait en sorte que je l'ai pas vraiment... on ne s'est pas vraiment revu depuis ces quelques années-là. Mais de son côté, je trouve ça beau de voir qu'il a évolué dans beaucoup d'aspects qui sont importants pour lui. Okay. C'est un musicien accompli à plusieurs niveaux. Oui, c'est un guitariste, mais sur l'album, c'est aussi le bassiste, c'est le drummer, c'est le claviériste. Il est l'ensemble de l'œuvre, disons ça de même, à quelques nuances près, de back vocals d'un ami, puis des trucs de même. Mais il a évolué à ce niveau-là, à son niveau créatif. Là, il a mis sa gomme. Ça il a pris 3 ans et demi faire ce projet-là. Puis, surtout, au niveau textuel. Dans le fond, ça a toujours été un gars très littéraire. Mais là, je trouve ça beau de voir que dans les dernières années, son côté littéraire a explosé d'une certaine manière. C'est vraiment... il a vraiment mis sa plume...
il a vraiment accordé à sa plume autant d'importance et d'énergie qu'il en a accordé à sa guitare dans le passé, si je peux dire ça de même. OK. Si j'avais parlé de lui il y a, on va dire, 5 ans, je t'aurais dit, Olivier, ah ouais, super guitariste. Aujourd'hui, je vais te dire, Olivier, ah oui, super musicien accompli, puis en plus, un bon écrivain, tu sais. C'est comme, je vois ça, moi, comme 2 formes d'art différentes, l'écriture et la musique. Je pense que tu disais ça quand tu parlais de fleurs. Ouais, je me répète, hein. Ah, ben, tu te répètes pas, je crois, parce que tu disais la dernière fois qu'il y a eu un temps où tu voyais moins cet aspect-là comme important dans la musique. Ouais. Puis que tu as fini par comprendre l'impact que ça a déjà dans un band d'avoir quelqu'un qui sait bien écrire des textes, mais qu'en plus, justement, ça demande un talent assez... Ça demande un talent qui court pas les rues. Puis en plus, il faut que ça coule dans la bouche de celui ou celle qui va le chanter. Dans son cas, c'est lui-même. Ouais. Mais tu sais, les gens qui sont paroliers dans la vie, pensant à Luc de la Rochelière, c'est pas nécessairement lui qui chante. Pas Luc Plamondon, excuse. Ouais. C'est pas nécessairement lui qui va chanter, mais ça va quand même... on dirait que ça a été cousu. C'est comme un chandail tricoté sur le dos de la personne qui va chanter. Ouais. C'est un art, c'est vraiment un art. Ouais. Puis tu sais, de la musique, c'est faisons un peu de théorie, là, c'est de la vibration à la base. Mais c'est pas tout le monde qui va ressentir ce que tu essaies d'exprimer. Mettons, je reprends l'exemple de la trame sonore de film. C'est une vibration qui peut, oui, amener plein d'émotions. Tu sais, moi, tantôt, tu m'as fait écouter de quoi? J'ai comme fait, hey, on dirait un parc pour enfants, une usine, on dirait un bar. Je sais plus trop ce que j'avais dit. Là. Il y avait comme plein d'images potentielles. C'est ce que je ressentais. Puis en même temps, mets des mots là-dessus. Là, tu peux vraiment véhiculer ton message. Tu sais, la parole va toujours être le véhicule numéro 1 d'un message, selon moi, parce qu'on part de possibilités qui sont grandes comme ça, tu sais, avec que de la musique, à une possibilité qui, à un moment donné, si ton texte est le moindrement clair, il y a plus 50 façons d'interpréter le message. Ouais. Bon, tu peux t'amuser à faire des textes pas clairs, mais encore là, on peut trouver une thématique. Tu sais. Ouais. Petite fin de ma parenthèse. le ou les thèmes, devrais-je dire, lyriques, les thèmes de paroles abordés par Olivier, sont presque exclusivement, je dirais, autour de l'amour et de sa famille. On va dire sa vie, tu sais, mais dans un sens très, encore là, très assumé dans le fait que voici moi en tant qu'écrivain de paroles, voici ce qui est important dans ma vie. C'est ma famille, c'est l'amour, parce que dans le fond, avec mon expérience de vie, c'est à peu près juste ça que je constate qui me tient vraiment à cœur, que j'ai l'impression d'avoir de quoi à dire avec. Tu sais. Y a une pièce qui est Madame de Ville sur cet album-là qui parle de l'hôtel de ville de Rivière-du-Loup. Ça, c'est une commande. Là. C'est comme l'exception un peu. Puis dans le... Chose importante, en fait, je reviens un petit peu dans le passé. Chose très importante à dire là, par rapport à Olivier, puis par rapport à une certaine urgence qu'il a dans sa vie d'écrire ce qui lui tient à cœur, c'est qu'il a été diagnostiqué d'un cancer en 2016. Tu sais. D'où le mot coup de barre, je crois. Ça, c'est vraiment ma théorie personnelle. Là. Je soupçonne qu'un coup de fatigue peut te prendre assez vite dans la vie quand je dis tu luttes contre une maladie telle que le cancer. Ouais. Assurément. Puis même si c'est pas physique, je pense que mentalement aussi, il y a de la fatigue qu'il faut gérer. Fait que c'est comme un exploit, là, tout le monde qui vit les relais pour la vie, toutes ces choses-là. On peut le voir en vrai là, que c'est quand même tout qu'un défi, et pour la personne et pour son entourage. Donc, il parle beaucoup de ce qui lui tient à cœur, puis en même temps, les gens de sa famille sont le premier soutien qu'il a. Fait que je trouve ça beau. C'est comme un cadeau qu'il se donne à eux, puis qu'il nous partage à nous, les auditeurs. Je trouve ça super beau. Je vais te faire écouter le premier extrait de l'album. Ça s'appelle Balayeuse. Tu l'aimes-tu quand même si je pars vraiment à mon affaire tout le temps, puis que je passe pas la balayeuse souvent.
J'ai commencé par cet extrait-là parce que, premièrement, c'est l'ouverture de l'album, je trouvais. Mhm. Souvent, l'artiste, hein, il veut te faire connaître de son univers et la première tune est significative. Je le trouvais le fun parce qu'on voyait un petit côté, tu sais, une certaine poésie, tu sais. Il parle tu m'aimes-tu souvent, même si je passe pas à balayeuse souvent, tu sais, c'est comme, il intègre le quotidien à l'amour. Puis dans ce sens-là, je trouve qu'on peut tous se reconnaître un peu là-dedans, tu sais. Ouais. Nous, les pas propres qui passent pas la balayeuse. Souvent. Ouais. En tout cas, je suis quand même propre. Vous savez de ça? Ouais. Je suis allé dans ton studio de musique, puis c'était propre, là. C'est vrai. Ah ouais. Je passais à balieuse avant que j'arrive, je suis pas mal sûr. Ah ouais, ça sentait le Windex. Vite, Carl arrive. Carl arrive! Puis en même temps, dans l'extrait, il y avait le côté pour moi qui est symbolique d'Olivier, de comment je l'ai connu, c'est avec la guitare. Tu sais, puis honnêtement, ce que tu as entendu comme genre de solo de git, tu sais, je pense que c'est le seul de l'album, en fait. Là. OK. Tu sais, il a vraiment comme pris une tangente, je fais de la musique, puis c'est le texte. Puis je trouve ça parfait. Je pense qu'il s'épanouit vraiment là-dedans. Mais comme guitariste, écoute, il est capable au bout. Là. Ouais. OK. Je trouve ça le fun de mettre un petit clin d'œil à un solo de git. All right, ben écoute... Ouais. Je trouve que c'est quelque chose qu'on dit souvent en tant que chansonnier, même si j'ai... même si je suis un peu tout croche comme gars. Ça se peut-tu que ça se retrouve assez souvent dans le répertoire des chanteurs québécois de dire quelque chose qui est presque exactement ça tout le temps. Ouais, faudrait pas croire qu'il faut être tout croche pour être un artiste, ça serait triste. Ouais, surtout pour la relève. Là. La relève, soyez organisé, puis soyez artiste. Ouais, c'est ça. même si je suis un peu trop propre tout le temps, c'est ça. je suis comme anal avec tout ce que les affaires sont placées dans la maison. C'est quelque chose que j'entends moins souvent. Ouais. Parce qu'eux autres, ils ont raison. Ils n'ont pas besoin de... Pas besoin d'écrire une toune là-dessus. Non, c'est moi qui ai raison. Les verres vont là, les assiettes vont là. Aime-moi, point. Sarcasme, j'espère que vous l'aurez compris. Le prochain extrait que j'ai envie de te faire écouter, c'est mon coup de cœur, en fait, sur l'album. Right, okay. La chanson s'appelle « Pour elle », elle avec un S, c'est comme un hommage aux femmes. Okay. Puis j'ai bien aimé l'ambiance. Écoute, je sais pas comment la décrire. C'est un mélange, je trouve, de prog des années 70 puis de... Connais-tu Steely Dan? Non. Ça me fait penser à du Steely Dan. Okay. Puis un mélange de prog des années 70 puis dans une lenteur riche et profonde. En tout cas, j'ai comme fait « Oh! » J'aurais des leçons à prendre d'écriture de musique là, sur cette tune-là. C'est comme « Oh! » Il y a de quoi en tabarouette qui me parle. Accrochant leur cœur au bout d'une ficelle, et dans les mers du monde, il y a quelqu'un pour elle. Ouais, j'aime bien la vibe. Il y a comme beaucoup de subtilité, de petites textures, d'instruments un peu comme en retrait, mais qui sont là pareil. Ouais. Majoritairement, ça a été enregistré puis composé. Là, je soupçonne qu'il a fait ça chez lui. Mais enregistré chez lui, ça je suis sûr. Comme moi, il y a son studio dans le sous-sol. Le sous-sol semble être la place typique du studio. C'est rare qu'on met ça dans le grenier. En tout cas, je n'ai pas vu souvent. Puis, c'est quand même le fun de savoir que c'est fait. C'est fait, disons, maison. Il y a un petit peu de collaboration du sonore à Rivière-du-Loup toujours pour, je pense, l'enregistrement de la bass puis certains back vocals, mais c'est tout. Okay. Sinon, ça a vraiment tout été fait chez lui. Puis, en tout cas, je lui souhaite la meilleure des chances dans sa création puis dans le combat aussi. Le cancer, c'est important. Ouais. Fait que... Puis à sa famille, puis tout. Fait que dernier extrait qui s'appelle « Curriculum Vitae ». Ça, j'ai choisi cet extrait-là parce que peut-être un peu plus aussi dans mes cordes, il est plus rock. Puis je trouvais ça le fun,
la façon qu'il abordait un sujet qui est quand même assez normal en ce moment. Le manque d'emploi, le fait que tout coûte cher. C'est comme, mais il a abordé ce sujet-là sans que ce soit du chiolage nécessairement. OK. Fait que je trouve ça le fun. Donnez ton gros 110% toute l'année. Comme un bon petit joueur de hockey. Puis par une crise de Ouais. C'est quand même cool. C'est la réalité du travail pour beaucoup de gens. T'sais. On donne, puis en retour, on a de la misère à joindre les bouts. Je trouve ça le fun. Ouais. Puis en plus, au travers de ça, de la passe rock. T'sais, rock mâle, la guitare manouche, là, comme en arrière. Je trouvais que c'était une belle juxtaposition de style. Je trouvais ça très cool. Ouais, j'ai bien aimé cette juxtaposition-là aussi. Ouais, j'ai bien aimé la dernière. Nice. Ouais, cool. Je me doutais qu'elle serait dans tes cordes. Fait que, ben voilà, écoute, brève présentation de Olivier Martin. Je pense que si je devais résumer, je te dirais que c'est un musicien hyper talentueux, un gars qui est tout en douceur, tout en nuance aussi, en poésie, mais qui est capable de rocker. Hein? C'est le même. Ouais, on aime ça. Fait que là, you, nam, quoi? Non, mauvais jeu de mots. -1. Oh, là, ça rendrait ça plus compliqué. Là, si c'est Ouais, pas s'il bon. faut compter les plus puis les moins. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de Apache puis du dubstep. Ouais, c'était bon. Ouais. Ben, on va dire que Il s'appelait John the Buck. John the Buck le Belge. John the Buck. Je m'en rappelle. J'imagine que ce que je m'apprête à faire là, c'est la continuité un peu de cette réflexion-là. Quand je parlais de John le Buck le Belge, Yeah. je parlais, entre autres, du principe que quand tu écoutes de la musique comme celle-là, souvent, c'est une seule personne qui est derrière tout ça. Puis cette personne-là... On parle de musique électro. Là. Ouais, on parle, oui, effectivement. Je parlais de dubstep la dernière fois, donc la musique, en général, qu'on pourrait toutes mettre sous le même parapluie, qui est le EDM, Electronic Dance Music. Yeah. Et puis, ben c'est ça. C'est souvent des gens qui sont tout seuls ou en duo, puis on pourrait dire qu'ils ont un contrôle assez absolu sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, que ce que tu entends de ce qu'ils ont enregistré est exactement ce qu'ils voulaient que tu entendes, puis tu es exactement dans l'univers qu'ils ont construit de 0 jusqu'à 100%, sans qu'il y ait tant que ça l'input de d'autres gens autour, tu sais. Fait que finalement, ce que j'essaie de dire, ce que je disais à propos de Apache / John the Buck le Belge, John the Buck. ben c'est que justement, quand tu écoutes sa musique, ben tu es dans sa tête à lui, tu sais, dans son univers. Mais le monde de la musique électronique est extrêmement large, puis il s'élargit constamment là, avec la nouvelle technologie qui n'arrête pas d'arriver de plus en plus. Puis il y a tout un genre de musique électronique que lui, il se compose très différemment de ce que je viens de décrire. On va parler de synthétiseurs modulaires. Moi, je conseille un film qui s'appelle I Dream of Wires. Je pense qu'il est sur Netflix, mais je ne suis pas 100% sûr. C'est un maudit bon film pour expliquer c'est quoi cet univers-là. Pourquoi les gens sont tant tripeux de ça quand ils embarquent là-dedans. Parce que je sais pas si tu connais des gens qui en font. Oui, un. Ouais. Robin Servan. Ouais. Est-ce que c'est un maniaque de ça? C'est un maniaque de son en général, ouais. Ouais. Fait que je pense qu'il est parfaitement adapté à ça. J'ai l'impression que ceux qui rentrent dans ce trip-là, soit qui sont déjà maniaques de son puis qui veulent aller plus loin, ou soit qui rentrent là-dedans puis qui deviennent maniaques. Il craque pas. D'une manière aussi. C'est des bébites, le monde qui font du modulaire. Puis la différence, je trouve, entre quand tu composes avec un synthétiseur modulaire versus des instruments plus classiques, on pourrait dire, ben déjà, c'est quoi un synthétiseur modulaire? Bonne question. Qu'est-ce qu'un ça, synthétiseur modulaire? C'est quand même important. Tu sais, je pense que quand on dit le mot synthétiseur, la majorité des gens, ce qu'ils voient, c'est un piano en plastique noir avec des touches en plastique, que c'est écrit Casio probablement dessus.
En tout cas, ça dépend. Ou des gens. Yamaha, mais ouais. Ouais, Yamaha, Ou Roland. Mais ouais. Bref, un synthétiseur, pour beaucoup de monde, c'est un piano électronique, dans le fond. Ouais. Un synthétiseur, finalement, tout ce que ça y prend pour être qualifié de synthétiseur, c'est qu'il synthétise un son quand tu l'allumes, finalement. Tu sais. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais j'essaie de simplifier ce domaine-là qui est extrêmement compliqué. Fait que je fais de mon mieux. Fait que, grosso modo, un synthétiseur, on pourrait dire que c'est quelque chose qui génère un son, généralement par la transformation d'un courant électrique dans une wave sonore. Mhm. Euh, Des oscillateurs. des oscillateurs qui créent un son que tu peux changer la tonalité du son, puis après, toutes sortes d'autres fonctionnalités là-dedans. Le mot modulaire veut dire que tu peux le décomposer et le recomposer à l'infini. Donc, tu peux prendre plusieurs morceaux. Normalement, tu sais, un synthétiseur avec un clavier devant puis tout ça, c'est un programme fermé. C'est un circuit qui est, on pourrait dire, presque fermé. Là. Tu pourrais rajouter de l'effet là-dedans puis tout ça. Mais somme toute, tu sais, tout le synthétiseur est contenu en lui-même. Mhm. Puis tu l'allumes, tu choisis des programmes, tu changes un peu les paramètres, puis tu joues. Celui-là, ben, le synthétiseur, c'est toi qui le fabriques. Puis c'est là où ça devient plutôt intéressant pour ceux qui en font. C'est que tu peux fabriquer tes propres synthétiseurs toi-même. Tu peux en acheter aussi. Tu peux les assembler. Essentiellement, de quoi ça a l'air devant toi, quand tu as ça devant toi, c'est comme un peu les anciens téléphones où il y avait des gens qui branchaient plusieurs câbles pour connecter, mettons, une ligne téléphonique à une autre, Mhm. et tout ça. Fait que c'est un peu de même que tu connectes un synthétiseur modulaire avec lui-même. Normalement, ça, c'est dans la boîte, puis tu le vois pas. Toi, quand tu fais du modulaire, la différence, c'est que tu le vois, puis tu le changes tout le temps. Ouais, tu patches les fils. Là. Tu patches tes fils, c'est Ouais, ça. Fait ouais. que, tu sais, tu peux, par exemple, connecter ton premier oscillateur qui fait une bass, mettons, à un espèce de machine qui, lui, va lui donner un pulse. Fait que la bass, ça va faire wom, 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 Ouais. comme ça, genre. Puis là, tu peux changer la vitesse de ça, tout ça. Puis après, tu peux le connecter à une autre affaire, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies créé un son total. Tu peux avoir des drum machines qui sont connectées là-dedans. Mhm. Tu peux avoir à peu près n'importe quel type d'instrument, puis n'importe quel type d'effet. Des fois, mélanger les uns avec les autres, des fois en stand-alone. Et tout ça fait en sorte que finalement, tu as comme une bête devant toi qui respire, puis qui agit un peu toute seule. Puis c'est ça la beauté du synthétiseur modulaire versus le reste de ce type de musique-là, qui est composé plus d'une manière, je dirais, intellectuelle. Tu sais, quand Apache, qui fait du dubstep et tout ça, ben, c'est sûr qu'il expérimente lui aussi avec du son. Tu sais, il check des basses, tout ça. À un moment donné, il en pogne une, il réussit à avoir le son qu'il veut avec ça. Puis il prend cette bass-là, puis là, il va la placer sur une ligne de temps. Il va rajouter un drum qui va aller avec ça. Tout ça va se faire un peu étape par étape. Avec une bête comme celle-là, ben, c'est un peu comme si le synthétiseur lui-même décidait un peu de ce qu'il allait faire pour toi. Mhm. Tu vas lui brancher les choses comme tu le voudrais à peu près. Tu sais, j'aimerais ça avoir un beat qui a un petit peu d'écho, puis qui va être saccadé un petit peu, tu sais, que ça va changer tout le temps un peu de tonalité, puis tout ça. Fait que là, tu branches ça un peu dans les paramètres, les machines que tu as besoin pour... Puis là, tu te trompes, puis ça donne un autre son, tu tripes, puis là, tu te retrompes, puis là, finalement... Ben ouais, c'est... En tout cas, moi, c'est le même que je fonctionnerais. Je vais essayer de là à là, ça fait quoi? Ah, c'est bon. Ben ça, c'est ça la démarche que tu as quand tu commences à en faire, parce que tu connais pas beaucoup ça encore, puis tout ça. C'est très technique comme type de musique, puis comme démarche plutôt pour créer la musique. Fait que c'est ça. Tu sais, quand tu... Au début, il faut que tu expérimentes. Puis même quand tu es rendu bien habitué, c'est là où tu pognes des affaires que justement tu t'attendais pas. Mais somme toute, par contre, même en branchant ta patch comme tu pensais, comme ce que tu voudrais, tu peux toujours avoir des surprises. Puis ça se peut que le synthétiseur, il te donne de quoi finalement que tu pensais pas qu'il allait te donner. Mm. Puis il y a plein de manières de faire en sorte que le synthétiseur pourrait faire ça à l'infini. Il y a des gens que c'est ça leur trip, entre autres, c'est de la musique autogénérative que le synthétiseur fait tout seul. Lui, dans le fond, son travail de musicien, c'était d'assembler tout ça d'une manière assez élaborée pour que finalement, ça crée jamais le même son deux fois. Mm. Puis il y a des installations artistiques qui sont basées sur ce concept-là. Une machine qui va continuellement créer des nouveaux sons sans jamais se répéter une seule fois pendant des mois, des années même, des fois, puis tout ça. Ouais, Il y a ce côté le plus intellectuel, je dirais,
Mais paradoxalement à ça, il y a le côté très organique et viscéral aussi, qu'il faut juste que tu tournes des knobs puis que tu branches des fils dans des trous pour finir par pogner de quoi que tu t'imaginais pas nécessairement être capable d'avoir. Puis ça, essentiellement, c'est ça la différence pour moi entre composer avec des synthétiseurs modulaires puis des machines en général physiques versus ce qui est plus rendu commun de composer sur des logiciels de musique électronique. Ouais. Que tu... Sur un synthé modulaire, est-ce qu'il y a des touches de piano? Ben, Non, c'est autre chose. Essentiellement, il n'y en a pas, mais tu peux brancher un piano là-dedans pour avoir des touches. OK. Fait que, tu sais, tout est possible avec un synthétiseur OK. modulaire, ce qui rend ça, encore une fois, très intéressant pour les gens qui font partie de ça. Parce que je pense que, un peu comme du jazz, peut-être, quand tu écoutes ce type de musique-là, quand tu connais pas bien les machines, puis les effets, puis tout ce qui compose le langage de cette musique-là, tu pourrais avoir un peu l'impression que ça sonne un peu tout pareil, tu sais. OK, ouais. Comme quelqu'un qui connaît pas beaucoup le jazz, puis qui en écoute, puis qui est comme, ah, ben, tu sais, c'est souvent similaire, finalement, Ouais. à ce que j'entends, puis tout Ouais. ça, mais pas tant que ça. C'est juste qu'il faut que tu saches, tu sais, les détails, puis tout ça. Et je vais t'en faire écouter une de Unam. Ouais. Puis, tu sais, j'utilise Unam parce que c'est un de mes amis. Fait que j'ai vu son synthétiseur modulaire, j'ai vu comment il travaille, comment il l'utilise, comment il l'a fabriqué. Il y a certaines pièces dans son... Il synthé. s'appelle-tu Manu? Oui, il s'appelle Manu. Ah, Ouais. Ah, je viens de catcher Unam. C'est Manu à l'envers. ah OK. ouais. C'est pas si dur que ça. Ouais, tu le connais? Non, on le connaît pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Fais de la musique avec Carl. Ben, tu sais, parenthèse de même, moi puis Manu, on est des vieux chums. Puis au-delà du fait que justement j'ai vu son travail de modulaire, je l'ai vu partir du début de cette passion-là jusqu'à avoir son bureau qui est juste rempli de machines puis de synthétiseurs puis tout ça partout. Fait que j'ai vraiment vu le cheminement de ce que c'est, non seulement pour une personne qui rentre dans cet univers-là puis qui développe cette passion-là, autant que ce gars-là aussi, en tant que musicien puis artiste, changé de milieu plusieurs fois. Quand je l'ai connu, lui, il faisait de la musique expérimentale électronique, puis on s'est mis ensemble pendant longtemps. On faisait Lim et Unam, puis on faisait des improvisations de musique noise, abstraite, de la musique concrète, puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a quand même un gros background en noise, puis en musique expérimentale. Quand il était plus jeune, il a fait plus dans des groupes de hardcore en tant que guitariste, du punk, puis tout ça. Plus tard, il s'intéressait à la guitare manouche puis à la guitare plus jazz. Puis finalement, il est tombé dans les modulaires. Fait que je trouve que la particularité de Manu, comparé à d'autres musiciens qui gravitent dans cet univers-là, c'est son background musical qui est un peu hétéroclite, puis que tu retrouves quand même dans sa musique. Il y a un petit côté punk, un petit côté noise. Je pense que tu le vois mieux quand que tu le vois live jouer, parce qu'il y a plus de distorsion, il se permet plus de tourner les knobs jusqu'au fond, puis tout ça. Dans son album, c'est un peu plus doux. Tempéré. Tempéré, oui. Mais je trouve qu'on entend toutes sortes d'influences pareilles. Tu entends quand même de l'ambiance beaucoup avec les orgues qu'ils utilisent, puis tout ça en background souvent. Tu entends du brain dance, qui est comme un genre de dance, là, dans le fond, les mêmes éléments que la musique EDM pourrait avoir, mais dans un contexte, je dirais, plus élaboré. Un peu comme quand tu parles du prog rock, tu sais, qu'il y a des signatures de temps qui sont un peu plus bizarres, puis tout ça. Ça te donne le goût de danser, mais comme plus avec ta tête. Tu sais. C'est comme ton cerveau, ça chatouille le cerveau, puis tout ça. Tu sais. C'est souvent plein de petits sons, comme des gouttes d'eau qui tombent un peu partout sur plein de petites surfaces différentes, puis tout ça. Encore une fois, tout ça est généré par une machine, tu sais, qui fait ça tout seul. Donc, c'est pour ça aussi l'espèce de côté, justement, un peu hétéroclite puis tout ça. Fait que je vais te faire écouter une première tune pour te montrer un peu comment ça sonne.
à première écoute, tu entends quelque chose qui se danse dans un club, probablement, puis tout ça. Évidemment, c'est fait pour ça, tu sais. L'output final de ce qu'ils font, c'est quand même d'aller avec leur modulaire en live devant un groupe de gens, puis de les faire danser. C'est-tu gros? Parce que là, tantôt, tu as parlé d'un bureau plein de modulaires. Ouais. J'allais te poser la question, justement, il veut faire un live, faut-tu qu'il transporte tout son bureau? C'est quand même assez élaboré, mais encore là, c'est tout... tu peux amener une version réduite de ce que tu as dans ton bureau. Tu peux créer un modulaire qui est fait pour le show que tu t'en vas faire. Tu sais, tu débranches des machines, tu les remets dans un autre case. Fait que, ouais, ça peut être gros. Ça peut aussi être très petit. Tu sais. Je l'ai déjà vu faire un set au complet avec juste un petit clavier puis quelques trucs là, derrière. Puis ça le faisait aussi, tu sais. Mais typiquement, lui, il aime ça le gear, il aime ça amener son stock. Ça, fait que c'est aussi un des intérêts quand tu vas voir ça. Il y a du monde qui aime ça danser puis tout ça. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont là comme tu sais, ils regardent la machine, qui checkent le gear. C'est clair. Ça, c'est telle affaire, c'est connecté là-dedans. Ok, tu sais, c'est un trip de nerd aussi. Tu sais. Il y a pas juste le monde qui vont danser, qui vont voir ce show-là, puis tout ça. Mais quand même, dans cette tune-là, tu peux entendre un petit peu... Il y a des choses là-dedans que tu n'entends pas d'habitude tant que ça dans ce type de musique-là, comme des espèces de sons un peu... comme, je dirais comme de walkie-talkie un peu, là, que tu entends parfois. Des genres de gros white noise qui apparaissent. Ouais, il y avait au début surtout qu'il y en avait. Ouais. Puis ça, tu sais, je dirais que normalement, ça pourrait avoir tendance de faire qu'il y a des gens qui dansent, que soudainement, ça les sort un peu de leur transe, quelque chose de même. Puis dans ce type de musique-là, on veut pas ça. C'est pour ça que, comme j'ai déjà dit à propos de Apache, c'est de la musique qui reste très simple techniquement dans ses phrases musicales, dans le drum, dans là-dedans, il y avait juste comme une base de acid techno un peu, puis un drum qui est soutenu. Puis en arrière de ça, plein de petits noises, puis d'orgue, puis tout ça. Ouais. Fait que veux pas, je trouve que ça représente assez bien ce que ça donne comme type de musique. Évidemment, tu vas prendre un autre gars de modulaire ou une autre fille de modulaire, puis ça va sonner totalement différent. Ça dépend du gear qu'ils ont de plugger dans leur machine, ça dépend de leur inspiration, ça dépend même de la chaleur de la machine. Yeah. Puis tout ça, tu sais, quand tu pars ton modulaire, si tu commences à jouer tout de suite avec, il sonnera pas pareil que quand ça fait 20 minutes que tu joues. C'est vivant à ce point-là. Là, moi, c'est ça qui me fascine beaucoup à propos de ça. C'est vraiment que c'est ça. Que tu as devant toi un animal qui va pas t'écouter nécessairement. Fait que c'est là où ça peut donner des trucs. Tu sais, quand tu es en live, là, puis que tu as un public devant toi, ça se peut que ta machine, soudainement, fasse pas ce que tu pensais. Ça peut... Puis en plus, ben, quand tu fermes la machine, puis que tu débranches tes fils, puis tu ranges tout ça, ben c'est l'équivalent d'avoir fait un château de sable, puis d'avoir laissé un peu les vagues l'effacer. Tu sais. Tout est à recommencer. Puis c'est pas vrai que ça va être facile de refaire 2 fois le même son avec ta machine. Alors, même en le notant, je suis sûr que tu décales un petit millimètre là sur tes pitons, puis exactement. Puis la même affaire. On va t'en faire écouter une autre. Juste une parenthèse, cette tune-là, il nous l'a prêté à TVCK pour qu'on s'en serve. Fait que des fois, il y a des promos à la fin de nos émissions, puis tu entends cette tune-là qui joue. Fait que, celle que tu viens de me faire écouter. Celle que je viens de faire écouter. Ah ouais, nice. L'album s'appelle In Front of You. Ça, c'est pas mal son premier album complet qui a sorti sur le label Keto Cat Record, qui est un beau label pour ce genre de musique-là, parce que c'est un organisme à but non lucratif, puis leur but est simplement de propulser ce type de musique-là un peu partout au Québec puis en Europe. Donc, ça permet en fait à des artistes qui sont pas très connus, comme Yunam, de participer à des spectacles qui sont un peu en tandem avec des artistes plus connus, puis tout ça, puis de se produire, de participer à des projets. Ils sont tous un peu interconnectés les uns avec les autres.
Fait que des fois, tu sais, il y a un vidéoclip qui est tourné, puis tu vois comme plusieurs artistes qui sont sur ce label-là, qui sont dans la foule en train de danser, puis le gars, mettons, le DJ, que c'est lui le sujet du vidéoclip, là, mettons, qu'on voit plus, tu sais. Fait que finalement, c'est une belle gang comme un collectif, tu sais. Fait que j'aime beaucoup cette démarche-là à la base, puis tout. Puis bon, pour cette tune-là, encore une fois, je pense que tu entends le côté un petit peu plus punk de Manu, de Yunam, que tu n'entends pas nécessairement. Je veux dire, il y a des gens de modulaire qui vont là aussi, là, évidemment. C'est pas le seul qui fait ça, mais bon, dans ses influences, tu entends beaucoup de distorsion, puis de noise au travers, puis tout ça. Il y a un vidéoclip, d'ailleurs, de cette tune-là que j'ai fait pour lui. Je pense que je vais me servir de ça pour l'extrait, d'ailleurs. Fait que, Ben oui. Puis Tu fais assez du beau travail. Tu fais bien. Ça, quand il fait ça, là, est-ce qu'il enregistre couche par couche ou ben non, il y a comme toutes sortes de modules différents qui font. Il y en a un qui fait un bass drum, mettons, là, il y avait un genre de petit orgue, là, puis le petit c'est plein de modules qui finissent par se ramasser ensemble puis qui font ce qu'on entend ou ben non, quand il enregistre, c'est ça, il fait comme son drum, après ça, il rajoute une couche, puis une autre couche, puis une autre couche. Ça dépend des tunes. Je te dirais que généralement, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Ouais. Il y a plusieurs modules qui vont être connectés à plusieurs tracks dans une carte de son. Un peu comme tu mettrais la guitare, le drum, puis d'autres instruments, tous dans des tracks séparés pour pouvoir mieux le mixer après. Puis après ça, il va remixer, faire un montage. Il y a plein de méthodes de travail, en fait, pour faire ça. Pour Yunam, là, je vais parler de lui en particulier parce que, encore là, c'est un type de musique qui est très, très, très libre, même s'il y a beaucoup de codes assez rigides qui viennent avec, tu sais. Mais, ultimement, comment tu te rends à Rome avec ce type de musique-là est vraiment entre les mains de la personne qui compose. Okay. Mais je te dirais que Yunam, tu sais, quand il cherche des idées, ça va être l'équivalent de ce que je disais tantôt du château de sable. Là, il va juste jouer avec ses machines. Puis oui, en effet, tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'il peut avoir une drum machine qui part, il peut avoir des sons, des synthétiseurs, de la bass, puis tout ça est comme, selon comment que c'est branché, il peut avoir tout ça ensemble ou juste une affaire. Ça dépend de ce qu'il a besoin, puis tout ça. Puis après, quand il a des idées, qu'il a envie d'enregistrer, puis de vraiment plus travailler comme un album, ben là, c'est ça. Il va soit faire plusieurs choses en même temps, mais les tracker dans différentes tracks, ou encore une fois, faire une chose à la fois en s'overdubant. Donc, tu sais, il enregistre son beat en premier, il se met ça dans les oreilles, puis là, il rajoute un autre layer par-dessus, par en dessous, puis tout ça. Un instrument à la fois. Des fois aussi, il va overdubber ce qu'il a fait sur tape, justement. OK. Tu sais, il va comme prendre un drum, puis il va le repasser dans une roulette de tape. Il va le salir un peu plus, il va y rajouter un peu de distorsion puis d'overdrive. Il va le renvoyer dans son truc, puis tu sais, il peut faire ça plusieurs fois de suite avant d'arriver à ça devient crunchy. Crunchy, ouais. Fait que tu sais, tout dépend de la tune qu'il fait, de la vibe qu'il veut avoir. Tu sais, lui, il se sent inspiré beaucoup par le acid techno des années 90. Je pense que le meilleur exemple que tu peux avoir de ce type de techno-là, c'est la tune de Blade, là, dans le premier film. Quand les vampires ils dansent au début, là, dans le club. Là. Ah oui, ça m'a marqué, ça. Ouais. Ouais. Cette bass-là là, que tu entends, c'est acide techno. Fait que lui, il aime beaucoup cette signature-là des années 90. Puis encore d'autres influences aussi. Fait que tu peux entendre beaucoup ça. Mais ce que je voulais que tu entendes beaucoup pour la dernière tune, dans le fond, c'est le petit côté plus brain dance. Tu sais, on entend une espèce d'entre-deux avant que le beat reparte. Ouais. Que là, tu as comme des basses qui sont un peu
pas cacophoniques, mais qui font des caquettements, on pourrait dire. Ouais, ils sont pas sur le temps direct. C'est ça. Puis tu sais, ça, justement, ça a rapport avec probablement une des machines dans laquelle il a branché sa bass, qui a dit à la bass, je veux que tu me donnes des notes qui vont dans tel range, entre telle note puis telle note, puis que ça va être aléatoire à tel intervalle. Tu sais. Fait que tout ça, c'est indiqué par des boutons que tu tournes, tu sais, des knobs, là, des potentiomètres. Puis justement, ça va permettre de faire des changements. Fait que tu peux, par exemple, changer ce bouton-là pendant que la bass elle joue, puis là, soudainement, elle va varier d'une manière différente. Ouais. Fait que, encore là, cette partie-là, on pourrait dire justement que c'est le côté plus intellectuel, on pourrait dire, de ce type de musique-là. Fait que, encore là, quand tu vas voir un spectacle de ça, t'as souvent deux types de crowd qui chillent ensemble. T'as du monde qui sont très dans le techno, qui dansent avec les lunettes fumées, rose fluo, puis tout ça. Puis du monde qui sont plus genre en train d'analyser qu'est-ce qui est en train de se passer sur la scène, puis qu'est-ce que le gars est en train de faire avec les machines, puis c'est quoi les machines, puis comment il a fait, puis tout ça. Fait que voilà, c'est un beau type de musique qui est rassembleur et que personnellement, moi, je me tiens loin d'eux parce que ça ne me tente pas de rentrer là-dedans. Parce que ça va coûter cher. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des manières que ça coûte moins cher. Par exemple, il y a des kits qui sont DIY, c'est-à-dire au lieu d'acheter la barrette, là, mettons, des fois un modulaire, ça peut être gros de même, tu le rajoutes dans ton cube, là, tu sais. Puis ça peut coûter 600$ pour ce petit bout-là. Il y a des gens qui ont trouvé des solutions par rapport à ça. Soit que tu crées tes propres modulaires, mais ça demande une connaissance technique assez incroyable, merci. Mais tu peux aussi commander des modulaires qui sont déjà toutes dessinées sur un papier, puis toutes les pièces qui composent la pièce électronique, finalement. Ouais. Fait qu'en faisant ça, ben, tu coupes ton prix de beaucoup. Puis, tout ce qui te reste à faire, c'est de le monter comme un meuble Ikea quand tu reçois chez toi. Fait que bon, encore là, ça demande pas mal on va dire, de délicatesse technique là, pour souder ces petites pièces-là ensemble puis tout. Mais bon, ça se fait. Puis, justement, Unam, il fait ça, entre autres, pour pouvoir expérimenter un peu plus avec des modules différents. Puis après, il y a des grosses communautés aussi qui font des échanges puis tout ça. Ouais. Fait qu'il y a moyen toujours de renouveler ton son. Parce qu'encore une fois, ton son est vraiment défini par ta machine. Pour moi, c'est une limite, puis aussi une infinité de possibilités, les deux. Parce que la machine ne veut pas, elle va faire ce qu'elle veut. Fait qu'il faut que tu apprennes à la comprendre. Ouais. J'ai dit ça plein de fois, là, mais je trouve que c'est essentiellement ça. Il n'y a pas grand type de musique que, grosso modo, tu as une guitare, puis tu l'allumes, puis tu vas voir qu'est-ce qu'elle va faire, tu sais. Alors que dans ce type de musique-là, ben, c'est quelque chose auquel il faut que tu t'attendes. Quelque chose auquel que les gens comprennent ça souvent quand ils vont voir le spectacle. Tu sais, que c'est pas un DJ avec 2 tables tournantes ou même 2 laptops qui, grosso modo, lance des tunes au bon moment. Puis je dis même pas que c'est pas bon ou que c'est pas quelque chose de difficile à faire, ça aussi. Là. Ouais, c'est déjà différent. Là. C'est déjà différent. T'sais, pour moi, là, on est rendu dans une question de synthèse, puis de comment prendre une toune, puis la faire fitter avec une autre, puis tout ça. C'est un art en soi. Mais aller voir un show de modulaire, c'est littéralement le contraire. Tu peux pas t'attendre à savoir ce qui va se passer d'avance. Puis ça se peut que ça marche pas super bien pour la personne qui est sur la scène. C'est quelque chose qui est beaucoup moins sûr que faire tourner des disques, justement. Fait que voilà. Moi, je dis, il faut se risquer au moins une fois à aller voir ça. Ne serait-ce que pour voir les machines qui clignotent puis qui n'arrêtent pas de changer de son puis tout ça. C'est super impressionnant. Puis c'est du monde qui sont fiers là, de montrer leurs machines qu'ils ont faites avec leurs mains, finalement. Tout ça a été composé par leur travail, finalement, un peu comme un DJ. Le travail, une bonne moitié du travail est fait dans le studio puis dans la confection de l'instrument. Puis là, après, tu vas sur scène avec puis tu le montres aux gens. T'sais. Tu montres qu'est-ce que ta machine est capable de faire puis tout ça. Fait que je trouve que c'est différent comme trip. Et j'avais envie d'en parler. J'espère que tu as aimé ça. Ouais. Pas plus que ça. Hein? Non, mais le son que ça donne, ouais. Le fait de triper modulaire, je suis moins nerd un peu, je pense. Je suis quand même geek, étonnamment. Mais ce bout-là,
Non, moi, un petit peu moins. Ouais. Ben, toi, t'es habitué à ta contrebasse, t'arrives, puis t'as même pas besoin de l'allumer, puis elle marche, là. Il y a 4 cordes, puis dong, dong, dong. Ouais, ben, tu sais... Ben, Younam a tendance à amener toutes ses influences avec lui. Tu sais, je l'ai déjà vu en show utiliser son modulaire pour établir un beat, puis une vibe, puis tout ça, puis après prendre sa guitare, puis jouer un peu de manouche par-dessus. Tu sais. ouais, Et ouais, c'est cool. Ouais. Fait qu'encore là, les permutations sont infinies, puis toi aussi, tu pourrais trouver ton compte là-dedans. Si C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alright, ben écoute, Ouais. on sera pas toujours d'accord. C'est correct. Mais j'aimais ce que ça donnait. La musique, je trouvais ça cool. Mhm. C'est comme l'univers synthé modulaire. C'est comme, je laisse ça aux autres. Ouais. J'embarque pas là. Après, ça coûte trop cher. Ça coûte trop Ah, cher. ça tombe bien. Bon, ben, ça modulaire que c'est à mon tour de parler. Oh ben, quand même. Tu l'avais-tu préparé en allant aux toilettes ou... Non, elle a sorti genre 2 secondes avant que tu t'assoies. Ouais. Une machine, un vrai sac à blagues. Elle a popé. Elle s'est synthétisée tout de suite. Ah, ben là. Oh! Ah, c'est-tu qu'on est drôle, là. Ouais. Vas-y, mon homme. C'est parce que là, j'ai pas fait assez de jeu de mots avec Younam. Là, puis là je me dis, bon, il y a de quoi à faire. Là. J'ai manqué ma chance. Il te reste une capsule pour en plugger une quelque part, là. Ah, ça va peut-être naître comme ça. Donc, pendant cette capsule, Mm. je te parle de musique classique. Je te parle du compositeur contemporain actuel, là, John Rutter. OK. C'est un compositeur d'origine anglaise. Il habite à Cambridge, en Angleterre. Pourquoi j'ai choisi de te parler de lui? Ben, de plusieurs raisons. La première, c'est que je trouvais que dans l'émission, ça n'avait pas de bon sens qu'on n'aborde pas du tout la musique classique. Deuxièmement, c'est de la musique classique, mais quand même facile d'accès. Ce que je vais présenter, c'est pas de la musique dite contemporaine ou encore expérimentale ou moderne, post-moderne, je sais pas trop quoi, avec des affaires Ouais, ouais. complètement éclatées. C'est vraiment pas ça. C'est très accessible. Puis troisièmement, le compositeur que je présente, John Rutter, je l'ai connu pendant que j'étudiais en musique au cégep. OK. Puis je devais chanter dans une chorale, en fait. Puis j'ai chanté la pièce que je vais te présenter. OK, cool. J'étais ténor. Puis c'est une pièce qui se nomme Requiem. J'ai envie tout de suite de te faire une parenthèse. Qu'est-ce qu'un Requiem? Ouais. C'est bien important. Depuis plusieurs siècles, on peut parler de siècles dans le cas de musique classique, c'est un type d'œuvre que les compositeurs abordent. C'est en fait inspiré de l'Église. C'est une pièce, on pourrait dire, religieuse, qui n'a pas besoin, pour être appréciée, qu'on soit dans une pratique chrétienne. Là. Selon moi, c'est séparé. Mais c'est quand même originaire de la foi chrétienne. Mhm. C'est une messe pour les morts. Oui. OK. Donc, un requiem, ça vient, en fait, le nom de ce genre d'œuvre-là qui s'appelle Requiem, c'est les premières paroles que tous les requiem utilisent. C'est toujours le premier bout de texte. C'est quoi? C'est Requiem aeternam donais domine. OK. Ça veut dire Requiem, c'est aeternam, c'est repose en paix éternelle. Paix éternelle pendant ton repos grâce au Seigneur. Une affaire de même, en tout cas. OK. Mhm. Repose en paix grâce au Seigneur de façon éternelle. Une affaire de même. Dominer, ça veut dire Seigneur. Donc, dominer quelqu'un, ça veut dire agir comme si tu étais son Dieu. Ah Une ouais. certaine étymologie. Là. Ouais. Je savais pas ça. C'est pas cool, hein? C'est vraiment pas cool. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est un type d'œuvre qui est composé depuis quand même, comme je disais, plusieurs siècles. Souvent, ceux qui ont, disons, des notions de musique classique, quand on dit Requiem, celui qui pop dans la tête le plus commun, le plus connu des Requiem, c'est celui de Mozart. Mhm. Requiem de Mozart, c'est quand même une sorte d'incontournable. C'est pas nécessairement
à l'aube de sa mort qu'un compositeur fait un requiem. Mhm. Dans le cas de John Rutter, il l'a écrit en 1985. Ok. Ben, il l'a présenté pour la première fois en 85. Je n'étais pas né. Toi? Non, Non plus? 86 comme Tchernobyl pour moi. Ah, 87 comme Crosby pour moi. puis dans le fond, c'est ça, il a présenté ça en 85. Puis à ce jour-là, écoute, il est quand même, je ne saurais dire son âge exact, mais il a dans la 80aine. OK. Il a octante. C'est ça qu'ils disent en Belgique? Octante. Octantonnaire. Ouais, il est octantenaire et bientôt nonantenaire. Ouais, il va être nonantenaire dans 2-3 ans. On va-tu jouer son propre requiem à son enterrement, tu penses? Je pense que ça serait fortement symbolique, là, ça serait beau. Mm. Son requiem à John Rutter, toujours, a la particularité d'être hybride, dans le sens que souvent, les compositeurs ont utilisé que le texte, disons, d'origine de la messe vraiment, tu sais, l'église là, religieuse, tu sais, en latin. Lui, il a intégré dans son œuvre, il a intégré aussi des psaumes en anglais. Fait qu'il y a du latin et de l'anglais, OK. ce qui est atypique de ce genre d'œuvre-là. Puis, en plus, dans des mêmes mouvements, entre autres, celui que je vais te faire écouter en dernier, il mélange les voix. Tu sais, il y a de l'anglais pendant qu'il y a du latin. Puis, tu sais, ça fait qu'il a vraiment été dans une approche... tu sais, il a éclaté, disons, le requiem. Tu sais. Mhm. Chose importante, encore une fois, dans le cas de cette composition-là, c'est une composition pour chorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'une chorale? J'allais faire un jeu de mots avec Yunam, mais il n'a pas passé. Il n'a pas passé. Il aurait fallu que ce soit as-tu une... Mais non, ça marche pas. As-tu une idée? Je dirais qu'une chorale, c'est un groupe de gens qui chantent à l'unisson ensemble, ou pas nécessairement à l'unisson, mais Ouais. qu'ils ont plusieurs sections dans la chorale qui créent... Oui, c'est ça. Ben oui, tu comprends bien c'est quoi. Une chorale, dans le cas de cette œuvre-ci, c'est une chorale dite SATB, donc soprano, alto, ténor et basse. Mhm. 4 types de voix différentes. Alto et soprano, c'est des voix de femmes. Soprano la plus aiguë, alto la plus grave pour femmes. Ténor la plus aiguë pour homme, basse la basse. Ça le dit. Je trouve ça drôle parce que je chantais ténor, mais je constate que ma voix a baissé avec le temps. Quand j'étais au cégep, j'étais capable de pogner des notes qui sont rendues dures. Ah ouais. Ah oui, ah oui. C'est une pièce qui est vraiment belle aussi parce qu'en plus de la chorale, il y a l'aspect orchestre. C'est pas un gros méga orchestre symphonique avec genre 90 musiciens. Mais tu sais, il y a du violoncelle, des timbales, un hautbois. Je sais plus s'il y a du piano, il y a des cordes. C'est quand même assez restreint. On pourrait appeler ça un orchestre de chambre. Ouais. Quand un orchestre de chambre, c'est plus petit, tu sais. Puis avec disons, ce paquet-là plus restreint, tu sais, une chorale, puis un petit orchestre, ça fait une pièce qui est facilement présentable, facilement reproduisible Mhm. par des chorales, même amateurs. OK. Parce que c'est pas des œuvres là, extrêmement dures à chanter non plus, tu sais. Fait que pour ça, c'est super. Je vais te faire écouter un premier extrait tout de suite. OK. Mais avant, un peu comme la musique de film que tu m'as présenté tantôt, c'est vraiment dur de trouver un extrait représentatif de ce genre de musique-là parce que c'est en développement constant. Mhm. On dirait qu'il suivait un film lui aussi, tu sais, on pourrait croire, à cause qu'il y a, contrairement à de la musique populaire, on peut pas dire, OK, là, c'est le refrain, là, c'est le couplet. Il va y avoir des fois des répétitions, par exemple, de phrases ou de motifs mélodiques ou rythmiques qu'on pourrait dire c'est le refrain, mais là, c'est arrangé de façon orchestrale plus grand. Puis c'est jamais pareil. Tu sais, c'est vraiment une grosse vague, un gros caramel qui coule pas vite. Mais, tu sais, c'est ça le voyage, là, c'est de se laisser embarquer dans cette lenteur développementale-là, tu sais, que ça va pas vite. Dans le sens du développement, contrairement à la musique populaire, qu'après une minute, si t'as pas pogné le refrain, ça commence à être long. Là. Mhm. Dans ce sens-là, pas vite.
tu te laisses embarquer dans ce chemin-là lentement, puis c'est justement en étant forcé à ce ralentissement-là que c'est comme si le film apparaissait dans tes oreilles, l'image entre dans tes oreilles. Là. OK. Mais là, on présente des extraits de 30 secondes. Écoute, c'est un petit bout de film, là, et tu vas voir 2-3 pas dans le gazon, peut-être, je sais pas. Là. Ouais. Tu sais pas trop ce qui se passe. Mais ça va être ça. Fait que premier extrait, c'est le premier mouvement qui est Requiem Aeternam. Nice. C'est drôle parce que vu que ça vient des années 80 puis tout ça, je peux pas m'empêcher de dire que ça en est, là, du néoclassique, du moderne, du post-moderne, on pourrait dire. Mhm. J'entends un peu de John Williams là-dedans, puis même de Gustav Holst, là, à la limite, qui Ah aurait ouais, comme ok. un Ouais. peu influencé tous ces gens-là. Là. Mais moi, je vois un film, effectivement. Là, puis je trouve qu'il y a une signature des années 80 de ce type de musique-là aussi. Là. Justement, j'utilise John Williams parce que Jurassic Park, tous ces films-là, là, me semble. Tu trouves-tu ou c'est moi qui est un peu dans le champ avec ça? C'est trop pour moi, dans le sens que je saurais pas dire. Je vois trop des grands univers qui sont comme assurés de se rejoindre à quelque part, puis en même temps, la ligne me perd. Pour moi, pour ce que je connais ou comprends de chaque univers des compositeurs autonomés, le flou est trop grand. Ouais. Je vais te donner raison dans le sens que je reconnais une couleur cinématographique. Ouais. Je Ben, tu sais, reconnais juste ça, l'idée, mais... si on prend un requiem classique qui est en latin, si je comprends Ouais, bien, ouais. puis que lui a décidé d'en faire un, mais qui est aussi en anglais, tu sais, à la base, je trouve que ça part d'une démarche qui est moderne. Tu sais. Oui. De prendre quelque chose qui existait déjà, puis d'y rajouter une couleur de plus qui est plus lui, dans le fond. Ouais. Tu sais. Mais en tout Plus cas, accessible, plus... ouais, je trouvais ça, en tout cas... Il y a un côté progressiste là-dedans, tu sais. Mm. Ça, c'est le genre de musique que j'écoute tout seul dans mon salon, là, fort. Puis, Ouais, fort, oui. Ouais. Puis j'aime beaucoup ça, là, quand même. Tous les instruments, tu sais, c'est gros. Ouais. J'ai jamais vu un show de musique classique en personne. Ça, c'est quelque chose qui me manque à ma culture, là, profondément. Ouais. Tu serais même surpris qu'un show d'opéra, c'est quelque chose. Ah, ça doit, ouais. Si tu peux, commence pas par ça. Mais tu sais, si à un moment donné, tu y prends goût à cette tu sais, t'es présent dans la vibration, il n'y a pas d'amplification là-dedans. Là. Mhm. T'es vraiment présent dans le lieu qui a un acoustique. C'est toujours dans des acoustiques impeccables. Tu ne peux pas, je pense, rivaliser en termes d'impact sur le corps. Tu sais, même des gros shows, Mhm. tu sais, l'impact physique est plus là, mais ça reste des speakers qui te posent dans le ventre. Tu sais. Ouais. Là, c'est vraiment tous les instruments qui se combinent dans une acoustique merveilleuse, qui te tombent ou te font, tu sais, qui t'arrivent de partout autour. Mm. Boum! T'es vraiment dans l'eau, tu sais. Tu te baignes, là. Je sais pas comment. t'es là, c'est beau, tu sais. Tu vis de quoi quand tu le files. Quand j'étais allé à Amsterdam, j'ai assisté au Requiem de Mozart. Il était présenté. Puis là-bas, à Amsterdam, il y avait une offre, disons ça de même. Si tu avais moins de 27 ans, dans les 10 dernières minutes avant le show, tous les billets qui restaient, tu les avais pour 10 €. Peu importe le prix. Ah, ouais. Hey, c'était une affaire de... C'était 80-90 €. Le Requiem, ça m'a coûté 10 €. Parce qu'à ce moment-là, j'avais l'âge. Puis... écoute, j'étais à Amsterdam. Qu'est-ce qu'il y a à Amsterdam? Le pot est légal. Le Requiem, il était quelque chose. Quelle expérience. Faites pas ça, ça sert à rien. C'est une belle expérience, même à jeun. Mais j'étais jeune, je l'ai faite comme ça. C'est deux expériences différentes. C'est deux expériences différentes, ouais. Écoute, je reviens sur l'extrait que je t'ai montré, que je t'ai fait entendre. Si tu te souviens, il y avait
un premier aspect là, vraiment très lyrique. Puis après ça, à un moment donné, il y a eu comme quasiment un appel là, avec un corps. Pam, 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 pam. Puis ça a tombé comme plus. On part en guerre, je sais pas trop. Ouais. Ça, c'est de quoi que j'ai choisi vraiment de prendre ce bout-là de l'extrait parce qu'en peu de temps, on voyait, les 1000 directions que ce genre de musique-là peuvent prendre. Deux, on voyait aussi, parce que je te rappelle, c'était une messe, un recueillement face à la mort, d'une certaine manière. On voyait, tu sais, comme un côté lumineux, un espoir dans la première partie. Puis on voyait aussi la deuxième partie comme le « fuck, la mort, man! » C'est vrai, c'est à propos de la mort. C'est la mort! C'est comme... Fait que dans la même pièce, c'est un peu comme on pourrait dire un essai, tu sais, les écrivains qui font un essai, qui essayent de faire le tour d'une question. Là, c'est musicalement, on essaie de faire le tour d'une question, tu sais. Ouais. L'aspect lumineux, l'aspect... Là, on a l'aspect foi. On avait aussi l'aspect genre... fuck la mort, tu sais. Je sais pas comment le dire autrement que shit, c'est quand même pas rien. Faut être prêt, tu sais. Fait que le deuxième extrait que je veux te faire entendre, là, celui-là, il est complètement en anglais. Il y a de quoi d'intéressant dans cet extrait. Ben, en fait, c'est genre bien important que je te le dise là. J'aurais dû te le dire dès le départ. Le Requiem est composé de 7 mouvements qu'on pourrait appeler 7 tunes en bon québécois. Mais ces 7 mouvements-là ne sont qu'une seule pièce. Ouais. Tu sais, le fameux album concept, ça fait longtemps que ça existe. Ouais. C'en est un, tu sais. Fait que c'est 7 mouvements qui font une seule et longue pièce. Là, je te présente le deuxième mouvement qui s'appelle Out of the Deep. OK. Fait que l'anglais fait en sorte qu'on comprend ce qu'il dit Ouais. si on parle anglais. Ça peut être un peu spécial dans le sens que tu sais, l'aspect mystique peut-être est moins mystique. Ça, c'est un fait. Sinon, ben, dans cette pièce-là, dans ce mouvement-là, je veux dire qu'est-ce que je tiens à souligner, c'est que c'était un violoncelle, tu sais. Dom, 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 la grosse note avec une chorale. Tu sais, c'est quand même intéressant, je trouve, là, comme approche. C'était quelque chose de bien le fun à chanter, ça, d'ailleurs. Tu sais, on sortait nos grosses voix. Puis, parlant de bien le fun à chanter, le dernier extrait que je veux te montrer, c'est le mouvement numéro 5 qui s'appelle Agnus Dei. Agneau de Dieu. C'est toujours les mêmes titres pour chaque morceau du Requiem, chaque mouvement? Ou Oui, puis non. OK. Tu sais, dans chaque Requiem, là, je ne connais pas par cœur, mais tu sais, il y a toujours un Requiem Aeternam, un Kyrie, un Agnus Dei, un Hosanna in Excelsis. Ils sont peut-être pas dans l'ordre. Sanctus, il y a un Sanctus normalement. Mais tu sais, c'est tout des genres de appelons ça c'est pas des psaumes. Là, mon vocabulaire liturgique est pas yable. Mais tu sais, c'est comme tous des morceaux de phrases, des paragraphes à la limite, qui étaient récités dans les messes à la base pour les décédés. Tu sais. OK. Fait que c'est comme. Ils ont vraiment pris le texte intégral, puis ça a viré dans les chansons. Puis ces quelques-là que je t'ai nommés, il en manque peut-être, sont de base. Il y a toujours des exceptions dans toutes, mais de base, sont dans tous les requiems. OK. Yeah. Fait que voici Agnus Dei. Ouais. Ça, à mon humble avis, c'est pas mal. À mon avis, c'est le climax des 7 mouvements. OK. Le climax
deep, là, tu sais. C'est sûr que ça, quand je me rappelle le jeune choriste que j'étais, j'avais hâte à cette bout-là. Là. Ça rentrait au poste en tabarouette. Ouais. Encore là, live, ça doit être incroyable. Là. Ouais, Tous les gens qui chantent ça en même temps. Ouais, puis tout, ben là. c'est ça, le pouvoir de cette musique-là est dans l'aspect acoustique, oui, mais aussi dans le nombre. Mhm. Tu sais, t'as 100 personnes qui chantent, Ouais, c'est ça. ça a de l'impact. Moi, en tout cas, ça m'a bien plu. C'est vraiment le fun à écouter, ça. C'est un trip à se permettre. Comme je disais, c'est en présentiel, disons ça de même, cette musique-là, la musique classique, c'est une expérience. Faut faire ça une fois dans sa vie, Ouais. je le pense. Mhm. C'est aussi un trip à se permettre, une expérience à se permettre dans son salon. Bon système de son, le volume dans le fond. C'est de la musique qui va être douce, que tu vas avoir envie de monter le volume. C'est de la musique qui, à un moment donné, va être vraiment forte, tu vas avoir envie de baisser le volume. Tu essaies de trouver ton milieu, puis tu y touches plus. Tu te permets de vivre un moment où que la musique, elle est trop forte, puis que elle est là l'intention du compositeur. Tu sais. À ce moment-là, l'intensité va t'affecter. Tu sais. Ouais. C'est ça qu'il veut. Puis c'est aussi dans la douceur qu'il veut que tu sois... Quand c'est doux, si je te parlais pas fort de rien, si tu voulais m'écouter, t'aurais pas le choix d'être Mhm. silencieux toi aussi, tu sais. Même dans ta tête. c'est là que ça se joue, selon moi, tu sais. Faut que tu écoutes, faut que tu fasses le silence partout. La musique t'amène à ça, tu sais. Si tu te permets ce trip-là, tu fais le silence. Puis quand que ça lève, tu lèves avec elle, tu sais. Mhm. T'es comme le bateau qui suit vraiment la vague dans ce genre de musique-là. Là. Ouais. Fait que c'est un beau trip à se faire. Là, j'ai présenté, écoute, un Requiem parmi un océan de musique classique délectable dans un salon ou une salle de concert. Ouais. Mais voilà, je trouve que c'était important de parler de cet univers-là dans l'émission. Tu sais. Ben oui. Puis je pense aussi que c'est important, puis peut-être j'en ai parlé un petit peu quand que je parlais de Apache, parce que quand même, lui aussi a l'intention un peu d'amener la musique classique à des oreilles plus jeunes, puis un petit peu moins peut-être... je dirais justement que l'espèce d'image qu'on se fait de quelqu'un qui aime la musique classique on devrait l'oublier ça, tu sais. Autant l'association à cette musique-là avec les mythes religieux puis tout ça, que le côté peut-être, on va le dire, un peu bourgeois, là, d'aller dans une salle de musique classique puis de s'asseoir là en tuxedo puis tout. Je pense que tu peux aller là en chemise de flanelle puis triper bien raide puis tout ça. Ben oui. Pas besoin nécessairement non plus de connaître exactement les connexions qu'il y a avec la mythologie de la religion puis tout ça autour de ça. C'est sûr que ça peut aider de le savoir, par contre. Mais somme toute, tu sais, juste comme ça, pris de même, tout seul, c'est de la très, très bonne musique. Souvent, c'est des épopées, tu sais, c'est des tunes qui durent 20 minutes et plus, là, parfois, puis tout ça. Donc, tout ça, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, finalement. Tu sais. Moi, quand j'étais plus jeune, en tout cas, je me tenais loin de ce type de musique-là parce que je voyais ça comme quelque chose qui appartient plus aux riches ou aux religieux, justement. Du haut de mes 37 ans maintenant, ben, je peux te dire que ça devrait pas être le cas. Ça devrait plutôt appartenir à tout le monde. En plus, tu sais, l'initiative que tu parlais tantôt pour attirer les jeunes dans ce genre de concert-là, Amsterdam, ouais. ça existe aussi à Montréal, là, puis un peu partout au Québec, là, tu sais, que souvent les jeunes sont encouragés à y aller. Il me semble que justement, s'il y a déjà des prix étudiants, il y a des prix étudiants, Ouais. s'il y a déjà eu un code vestimentaire pour rentrer dans ces affaires-là, je crois plus que ça existe maintenant. Tu sais. Je crois qu'ils veulent juste que la musique classique puisse continuer à être entendue pour ce qui a déjà été fait, mais aussi qu'il y en ait de la nouvelle qui soit composée, justement basée sur des nouveaux mythes ou des nouvelles choses qui sont pas nécessairement la religion en particulier. Tu sais. Ouais. Il y a des choses encore aujourd'hui qu'on peut représenter par de la musique aussi grandiose que ça, mais qui n'est pas religieuse spécifiquement. Tu sais. Mettons qu'on ferait une symphonie autour de la quête de Mars. Tu sais. Ça serait épique là, comme musique. Tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui embarqueraient dans ce genre On va demander à John Rutter et Yoonam de travailler ensemble. Puis Johan Johansson. Ouais. Johan Johansson. Ouais. On prendra cool. du sample de lui parce qu'il est mort. Là, Puis on demandera... oups. Puis on demandera à Olivier Martin d'écrire le texte. Ça va être malade. Yeah! Yeah! Hey, c'était un bel épisode, ça. Hey, merci pour l'accueil chez vos parents.
Mm. C'était le fun, comme toujours. Hey, on finit ça, ce show-là. Yeah, finis ça. Yeah.